Et donc, je prends un papier, je pèse les pour et les contre. Et là, je me rends compte, en pesant le pour et le contre, qu'il n'y a que des pour. Le seul contre, c'était de rester dans mon confort nancéen. Et ce n'était pas forcément un pour si on veut aller vers le haut niveau. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Gardien de but, un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe, et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Anecdotes, souvenirs, confessions et même parfois conseils, l'objectif c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Et aujourd'hui, dans La Voix des Gardiens, je reçois un historique gardien de l'AS Nancy-Lorraine, passé en prêt à Angers et Louan-Cuiseaux. Et justement, on parlera de ce prêt-là. Ensuite, il a joué à l'Olympique de Marseille et en Inde. Vous l'avez peut-être reconnu. Bonjour Gennaro Brasiliano. Bonjour Alex. Alors aujourd'hui, tu es entraîneur des gardiens à l'AS Nancy-Lorraine. On va parler de ce nouveau poste pour toi, de ta reconversion après ta carrière. Première question aujourd'hui, quand tu es entraîneur des gardiens, quand tu regardes les matchs le week-end, qu'est-ce qu'un bon gardien pour toi ? Un bon gardien, c'est déjà quelqu'un qui ne perd pas de points. C'est un gardien qui inspire de la confiance, qui amène de la tranquillité. C'est un gardien avec du leadership, qui sait commander sa défense. C'est un gardien qui en impose, pas forcément au niveau de la taille, mais quelqu'un qui a du charisme. Voilà, quelqu'un qui sait commander et quelqu'un qui a une certaine connaissance du jeu. C'était la même définition à tes débuts ou alors est-ce que ça y a une évolution par rapport à ce qu'on te demandait toi, de ce que tu savais quand tu étais en réserve ? La définition que je viens de donner, c'est la même qu'à mes débuts. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on rajoute, c'est en général la partie jeu au pied. Sur mon descriptif, j'ai plutôt parlé de généralité, j'ai pas parlé de technique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'importance du jeu au pied est devenue primordiale. Et par rapport à cette évolution-là, toi, quand tu es devenu gardien de but, qu'est-ce qui te plaisait à tes tout débuts ? Qu'est-ce qui t'a plu dans le poste ? Moi, dès le début, ce que j'aimais, c'était le côté décisif en fait du poste. J'ai vite compris que quand le gardien il faisait une erreur, il n'y a personne qui pouvait rattraper sa faute en fait, alors que inversement, lui, il pouvait aider toute l'équipe et il pouvait rattraper l'erreur de tous ses coéquipiers en fait. Ça, c'était plutôt le côté décisif. Mais il y a un autre élément important, c'est qu'à l'époque, j'aimais pas courir. J'adorais aussi me plonger dans la boue, tacler. Et donc, le jour où il a fallu remplacer le gardien au pied levé, parce qu'à l'époque, j'étais joueur, j'y suis allé de bon cœur. Et justement, tu étais joueur et comment tu as fait la bascule ? Ça s'est fait rapidement, il manquait un gardien et puis tu as dit c'est moi et... Après, je vous dis, j'étais un petit peu casse-cou, j'aimais bien tacler. À l'entraînement, j'étais pas gardien, mais j'adorais rentrer sale en fait. et donc quand il a fallu trouver un gardien. En club, j'étais joueur, mais avec les copains. Quand je jouais avec les copains devant le bloc, en fait, j'allais tout le temps dans le but. Ouais, donc c'était une suite logique. Quand tu l'as basculé en club, ça s'est fait. Ça s'est fait naturellement. Et chance pour moi, ça s'est très bien passé dès le premier match. Et aussi bien moi que mes coéquipiers, on a tout de suite pris goût. Et donc après, à partir de là, comment ça se passe la formation ? Il y a des entraînements ou alors tu t'entraînes avec les joueurs ? Les spécifiques, il y avait déjà des spécifiques ? Là, à l'époque, c'est club de cité, l'US Faré-Berzulaire. Donc, mais pour moi, les spécifiques, c'était au quotidien avec les copains parce que l'entraînement, c'est ce que je dis toujours. Moi, au départ, bien sûr, j'étais licencié à l'US Faré-Berzulaire, mais le football que j'ai appris, c'est le football dans la rue. C'est en jouant sur les city-stades, en jouant avec mes copains. Voilà, c'est pas les 2 heures par semaine avec le club qui m'ont le plus impacté. Mais à l'inverse, c'était les 20 heures que je pratiquais devant le bloc. À côté. Et qu'est-ce que tu as développé du coup sur ce foot-là de cité en bas des blocs ? Qu'est-ce que après 10-15 ans après, tu t'en es souvenu ? Déjà, il y a un point important, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'âge en fait. Il n'y a pas d'histoire d'âge, c'est-à-dire dès tout petit, tu te frottes au grand, donc il faut t'imposer, il faut savoir se faire respecter aussi. Dès le plus jeune âge, il faut aussi, t'es dans des espaces réduits, donc il faut réussir à développer une certaine habileté. Une fois t'es gardien, après t'es joueur, donc tu touches un petit peu à tous les postes, et tu développes une vraie culture footballistique. Une vraie culture du jeu. Qui te sert après quand tu rentres dans des structures plus cadrées, à la SNL. Où on parle plus de technique proprement dite, de gestes. Voilà, là, ce que tu développes, c'est naturel en fait. Et donc, c'est le contexte en fait qui favorise ton développement.
Et quand il y a ce développement-là, après, ça devient plus cadré quand tu arrives dans une structure à Déjà, l'ASNL. pas seulement professionnel. De l'US Faber-Ziller, je suis passé au SS L'Hôpital, qui était un des bons clubs de la région, lequel possédait aussi un excellent éducateur, et avec des entraînements déjà un peu plus formatés, plus organisés, et lui, il me parlait un peu plus concrètement de technique. Même si je viens aussi d'une famille de footballeurs. Bon, c'est vrai que mon oncle a été pro, mais mon père, mes oncles, mes cousins, nous, tout le monde joue au foot. Donc le sujet du football, le match du week-end, j'ai baigné dans cette ambiance. Puis après, vous en reparliez entre vous. C'était, Donc voilà, culturellement, autour de moi, il y a toujours eu plein de choses qui m'ont amené au foot, en fait. Quand tu étais jeune gardien, qu'est-ce qui était important pour toi? Qu'est-ce que tu voulais maîtriser qui était plus important quand tu jouais? Bah, je suis né compétiteur. Ça, voilà, quand tu veux être footballeur professionnel, il faut être compétiteur. J'adorais gagner et donc j'aimais pas perdre. Dès le début, j'aimais bien être décisif, aussi bien donc quand je jouais avec les copains, réussir à pas encaisser de but, marquer le but, même quand je jouais dans le champ. D'ailleurs, quand j'étais joueur, j'étais avant-centre en fait. Donc moi, ce côté décisif. Les opposés, quoi, après. Ouais, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai réussi à être performant, parce que je savais ce qui se passait dans la tête de l'attaquant en fait quand je suis passé dans le but. Ça t'a servi, ça, justement, se passer du joueur de champ sur les petites catégories. Après, tu savais comment l'attaquant... Voilà, je savais ce qui se passait, je savais ce qui dérangeait l'attaquant, je savais aussi ce que le défenseur attendait de son gardien, en même temps que les discussions avec mon père, qui a aussi joué à un certain niveau et qui justement était lui aussi avant-centre et qui a terminé sa carrière en tant que défenseur central. Ah oui, donc là, lui aussi, il pouvait te parler de deux postes totalement différents. C'est ça. Non, c'est pour ça que je vous dis, culturellement, j'ai toujours baigné dans le foot en fait. On va parler du coup de ton oncle qui a été joueur professionnel. Vincent. Comment, au moment où toi, tu es à l'approche du monde pro, que tu es à la SNL à l'approche du monde pro, est-ce que là, il y a des discussions pour appréhender le monde pro, des certaines choses Après, la relation avec mon oncle, c'était surtout mon père qui l'avait. Quand il y avait une décision à prendre, forcément, il était sollicité. Après, chacun sa réalité, en fait. Donc, il donnait toujours un avis. On le suivait pas. C'était un avis qui comptait, bien sûr, dans la balance. C'est pas le seul son de cloche qu'on entendait. Il y avait des conseils, mais après, c'était pas le voilà, il n'imposait rien. Il partageait surtout, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec mes gardiens. C'est-à-dire, il partageait son expérience. Ça pouvait m'aider, mais c'était pas toujours en correspondance avec ce que je vivais. Quand tu commences à l'AS Nancy-Lorraine, donc quand tu fais plusieurs saisons sur le banc en tant que doublure, quand tu rentres dans le groupe pro, comment ça se passe? Ton arrivée dans le monde professionnel? Moi, je me rappelle encore de l'annonce, en fait. Le moment où on m'annonce que je vais passer pro. Je me retrouve en vacances en Italie, je suis chez ma tante. En rentrant, j'étais avec des copains. On était partis à la mer la journée. On rentre et elle me dit, il y a un journaliste qui m'a appelé et tout. Je dis, mais comment ça, un journaliste qui t'a appelé? Comment il peut avoir ton numéro? Elle me dit, je sais pas comment Italie, il a eu mon numéro. En Italie, donc je suis en Italie. Et je sais pas, il a eu ton numéro. Je dis, mais comment il a eu mon numéro? Et donc le soir, il va t'appeler à 8h. Ok? Donc j'ai à 8h. Je suis devant le téléphone, coup de téléphone, Antoine Pétri au téléphone. Et donc oui, c'est ton père qui m'a donné le numéro de ta tante. Et donc, Gennaro, je te félicite parce que le club vient de choisir Bertrand Laquet en tant que numéro 1. Donc Fred Roux, il veut pas être numéro 2, il part à Bordeaux. Donc le club décidait de te faire confiance, tu passes numéro 2 et tu rentres chez les pros. Donc pour moi, c'était une surprise. C'était une surprise. Et donc forcément, après, le coach Laszlo Bologna m'a contacté. Voilà. J'arrive chez les pros, donc tout va plus vite. Même si j'avais déjà effectué des entraînements avec les pros, je connaissais certains joueurs, mais pas personnellement. Et donc là, tout petit, 18 ans, t'arrives, faut faire ta place. Comme je te dis tout à l'heure, dans les qualités du gardien de but, il faut se faire respecter, il faut montrer du leadership. Et forcément, à 18 ans, c'est pas facile. Mais je fais mes armes. Laszlo Bologna, c'était une des qualités qu'il aimait chez les jeunes, en fait. Les jeunes qui trichaient pas, qui donnaient tout. Et cette qualité, je l'avais. Et ça m'a permis de progresser. De progresser sans forcément jouer. C'est vrai que sur cette période-là, t'es numéro 2. Comment tu le Pendant 2 ans, en fait. Pendant 2 ans. Après, voilà, c'est vrai que je jouais avec la réserve. C'était Bertrand Laquet qui était numéro 1. Bonheur pour lui, pendant 2 ans, il s'est pas blessé, il n'a pas été suspendu, il a été plutôt performant, donc il n'y avait aucune raison de le changer. C'était la première année avec Laszlo Bologna, et la deuxième année, c'était avec Francis Merecki. Donc on arrive à la fin de cette saison. Bon, moi, je me suis enrichi, je découvrais quand même le monde pro, mais je savais qu'à un moment donné, je stagnais
au niveau de la réserve, parce que ça faisait maintenant 3-4 ans que depuis l'âge de 16 ans, j'ai fait mes premiers matchs en réserve. Ouais, les 2 années avant de signer pro et après les 2 années en pro. Voilà, il fallait que je passe un cap en fait. Et à ce moment-là, c'est Francis Mériqui à l'époque, fin de ma deuxième saison pro, qui me dit on a une proposition de Louan Cuiseau. Le club veut que tu souhaites que tu ailles là-bas pour 1 an. Louan Cuiseau, ça ne m'attire pas forcément. J'ai un copain qui était là l'année d'avant. Donc je lui demande comment c'est. Il me dit n'y va surtout pas, ça ne passer pas bien, ceci, cela. Ouais. Et donc je prends un papier, je pèse les pour et les contre sur un prêt pour moi à Louan Cuiseau. Et là, je me rends compte, en pesant le pour et le contre, qu'il n'y a que des pour. Qu'il n'y a que des pour à partir en national. Le seul contre, en fait, le seul pour rester, en fait, c'était de rester dans mon confort nancéen. Ouais. C'était pas forcément un pour si on veut aller vers le haut niveau. Sans connaître la ville, j'avais donc 21 ans, je pars tout seul. Et en fait, j'ai adoré cette expérience. Et le national, ça te fait pas peur de redescendre en national alors que tu étais en Ligue 2? Tu n'avais pas cherché un poste en Ligue 2 Pour moi, en fait, c'est un point de vue qu'on peut avoir. Moi, c'était pas comme ça que je le voyais, parce que moi, je me disais, c'est vrai que j'ai été remplaçant en Ligue 1 ma première année, remplaçant en Ligue 2 ma deuxième année de Bertrand Laquet, sauf que j'ai pas joué. Et donc, je me considérais pas comme un joueur de Ligue 1 ou de Ligue 2. Moi, j'avais joué quand c'est le niveau maximum auquel j'avais évolué, c'était le CFA. Donc non, pour moi, j'ai pris ça comme une progression. Il y a cette saison à Louan Cuiseau où tu joues. Là, je joue. Et qu'est-ce que ça... Parce que c'est une suite de ta formation. Voilà, qu'est-ce que ça change? Là, c'est un basculement, en fait. Il faut savoir, c'est quand tu es titulaire de l'équipe première, la responsabilité du club sur toi. Donc, c'est un sentiment que je connaissais pas, que je découvre et que j'assume sans problème. C'est pas, tu arrives de Ligue 2 ou de Ligue 1 et tu te fais prêter et on t'attend les bras ouverts. Non, et je suis là-bas. Il y a un coach qui me connaît pas. Il y a un gardien qui devait être en place. Il y a un gardien qui était là, que le coach a fait venir en plus. Donc, je suis là, il faut que je montre mes qualités. Il faut que je m'impose, il faut que je gagne le respect de tout le monde. Et en fait, c'est pour ça que pour 1000 raisons, c'est une année qui a été très enrichissante pour moi, qui m'a fait passer un cap. Sauf qu'à partir du moment où j'avais goûté le fait de jouer, je me suis dit, il faut que je continue à jouer. D'où ce deuxième prêt après à Angers. En fait, voilà, c'est ça. J'avais dit, mon coach, il m'a dit, ouais, reste avec nous la saison prochaine. Ah non, si tu vas pas jouer, je dis, je sais pas, je vais me renseigner, je vais discuter avec mes dirigeants. Si je suis pas numéro 1, je redemanderai à me faire prêter. C'était Monsieur Parentin à l'époque qui me dit non, mais Jenna, nous on veut monter, on veut un gardien d'expérience. Ok, donc je dis bon, alors si c'est pour être numéro 2, est-ce que je demanderai à me refaire prêter? Ils m'ont dit non, mais il n'y a aucun problème. Je veux me faire reprêter à Louan Cuiseau, sauf qu'au moment où j'appelle, ça répond pas. Alors il y avait peut-être personne dans les bureaux, je sais pas. Au moment là, je raccroche. Dans la seconde qui suit, c'est Éric Martin qui m'appelle et qui me demande est-ce que Angers, ça te dit un prêt à Angers? Ah bon, mon Angers, pourquoi Angers? Pourquoi, comme Louan Cuiseau, un an après, en fait, c'est la même réflexion. Et donc, et moi, je sais pas, écoute, je sais pas, moi je dis qu'est-ce qu'il propose? Et il me dit, je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Alors j'abuse un petit peu par rapport à ce que moi j'ai à Nancy. Je demandais des choses en plus, en fait. Ok, il raccroche, mais sans vouloir aller à Angers, en pensant que... Toi, t'espères que Louan Cuiseau, tu vas rappeler... franchement, j'espère rien, ouais. Je me dis qu'ils vont tout de suite me rappeler, en fait. Sauf que Éric Martin, il raccroche, donc il a des gens au téléphone, il me rappelle tout de suite, et il me dit, c'est bon et tout, Angers, c'est parti. Et moi, je suis là, j'ai pris ça comme un signe du destin, et je suis parti à Angers. Et je ne l'ai pas regretté parce que j'ai encore passé un cap. Avec le SCO, on était donc en national, on a réussi à monter en Ligue 2 en fait. Donc là, c'est une saison en haut de tableau de national. Voilà. Toute l'année, on joue la montée et on finit deuxième derrière Besançon. Et là, tu es dans une équipe donc, du coup, qui est en Ligue 2. Comment ça se passe cette intersaison-là entre Nancy et Angers? Justement, en fait, donc moi, j'avais signé mon premier contrat pro, j'avais signé 5 ans. Donc mes 2 premières années, je suis doubleur de Bertrand Laquet. 3e année, je me fais prêter à Louan Cuiseau. 4e année, je me fais prêter à Angers. Et là, je suis la 5e année. Et la 5e année, normalement, tu n'as pas le droit de te faire prêter. Comme ça s'est bien passé avec Angers, j'ai pas de nouvelles du côté de Nancy. J'imagine même pas rentrer à Nancy. En fait, je pense que je vais continuer à Angers. Sauf que, entre-temps, il y a Pablo Correa qui avait pris les rênes de l'équipe, qui décide de nous confier à Olive Sorin et moi les rênes de l'équipe, en fait, à deux jeunes du centre de formation. Parce que c'était un nouveau cycle à Nancy, c'était l'objectif. Ça démarrait, il y a quelque chose qui démarrait. Des jeunes pour un nouveau cycle. Et donc, exactement, il y a quelque chose qui démarrait. Moi, j'ai plus envie de rentrer à Nancy. J'ai rien contre Nancy. Moi, je suis en train de démarrer quelque chose. Et je me Angers, t'es en Ligue 2. À Angers, voilà, je réussis enfin à accéder à la Ligue 2 par mes propres moyens.
Je me dis que si je vais rentrer à Nancy, Olive qui a fini la saison, c'est lui qui va jouer. Et donc, je rentre en reculant à Nancy, en fait. Pas dans les bonnes dispositions psychologiques. En plus, au dernier match de championnat avec Angers, je me blesse au pied. Je traîne cette blessure pendant toutes les vacances. Et le début de saison avec Nancy, j'ai encore cette douleur au pied, en fait. Ça, plus Le fait un spleen, mentalement plus d'être... voilà, plus pas content d'être là, donc pas dans les bonnes dispositions. Arrive ce qui doit arriver. Moi, je me blesse juste avant la reprise en plus, sans que le coach ait décidé encore de hiérarchie. Et donc, Olive Saurin, il commence la saison. Voilà, Olive, il fait ses matchs. Et donc, moi, je me retrouve de nouveau numéro 2 en deuxième division. Et donc, j'ai l'impression de nouveau de reculer. Alors que dans le même temps, j'ai mes copains à Angers. Angers, ça se passe pas bien. Ce qui se faisait, tu À vois le Angers, gardien. à Angers, on m'appelle pour me dire, ouais, est-ce que tu veux pas revenir? Ou même au mercato. Moi, j'ai toujours mon histoire de pied. Alors, je me dis, ah bon, ben, peut-être que mon histoire de numéro 2, c'est la raison pour laquelle je dois me faire opérer du pied. Je prends des avis. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois qui passent, je joue en coupe. On gagne à Amiens, où franchement, je sens de bonnes sensations. Même avec l'équipe. On avait une équipe jeune, avec les Diakaté, l'équipe qui va être titulaire, Diakaté, Chrétien, voilà. Et après, on va à Nantes. Donc Nantes, le coach, il fait tourner. On gagnait 1-0 à la dernière seconde, on se fait égaliser sur un penalty. Et là, en prolongation, on perd 2-1, 3-1. Donc moi, pas content parce que je me dis, je ne vais jamais avoir ma chance. Et à ce moment-là, on est ventre mou. Et là, moi, je vais me faire opérer du pied. Je sens, j'ai mon pied qui va pas bien. Et je me dis, bon, ben voilà, je vais régler ce problème et on verra. La saison d'après, le temps de le revenir. Et là, le coach, il me dit, écoute, Jenna, voilà, tu te fais pas opérer en décembre. Je te donne ta chance en janvier. Et il me dit, avec ce qui peut arriver. Donc, ça veut dire que si ça se passe pas bien, on remet Olive et on voit. Mais je te donne ta chance. Donc, tu te fais opérer. On a lu l'opération. Je me rappelle encore parce que j'ai un copain qui devait venir chercher ma voiture. On devait aller à l'hôpital, il devait récupérer ma voiture. Je vois avec le doc, ok, on annule l'opération. Et c'est parti. Et donc, en janvier, titulaire. Sauf qu'en janvier, je dois commencer en coupe. Parce qu'il y a un match de coupe. Moi, je jouais la coupe, en fait. C'était moi qui jouais la coupe. C'était en coupe de la Ligue, on s'était fait sortir par Nantes. Et il y a la Coupe de France, le match de janvier, France, voilà. de début janvier. On est qualifié et on doit jouer contre Lille. Sauf que finalement, les intempéries, le match est annulé. Et on commence par Saint-Étienne à Saint-Étienne. Et là, le coach, il fait un choix fort. Il décide de me titulariser dans le but. Et donc, je commence dans le chaudron. Voilà, je me rappelle encore très bien. Et comme première expérience, le Chaudron? Bah ouais, justement, je me rappelle, il y avait une tribune qui était pleine à craquer et une un peu moins. Et c'était Laurent Dufresne à l'époque qui me demande tu veux commencer de quel côté? C'était ma première avec Nancy, en fait. Première en Ligue 2. Je regarde les deux tribunes et je me dis envoie-moi là-bas, là où il y avait le plus de monde. D'y aller comme ça, je suis tout de suite dans le bain. Et on réussit à faire 0-0 là-bas. Et j'enchaîne donc la coupe, ça c'était prévu en fait. J'enchaîne mon premier match à Pico contre Lille. Et en plus, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec Marco Giannorio, mon jeune gardien. Et ta première, tu as toujours envie que les conditions soient idéales, qu'il fasse beau, que le terrain soit comme ci, comme ça. Et là, j'arrive. Quand c'est en janvier à Pico. En janvier à Pico, tempête, le vent, la pluie. Oh, je me dis non, ça va être compliqué. Et là, je suis avec Olive Saurin. On se regarde tous les deux, le terrain gorgé d'eau. Ah, et là, je cours. Je glisse sur la surface pour rentrer dans le match, quoi. Pour rentrer, ouais, pour casser le stress de la météo, en fait. Ah, je suis mouillé et allez, c'est parti. Et donc, après, ça se passe bien. Le match s'est bien passé. On fait 0-0, on gagne au tir au but. Tu parles d'Olivier Saurin. Comment ça se passe entre vous, justement, cette période où vous vous connaissiez d'avant? Là, tu redeviens titulaire, lui numéro 2. Comment ça se passe entre vous? C'est sûr que forcément, il n'y a qu'une place quand tu es gardien de but. Hein. Maintenant, avec Olive, on se connaissait depuis le centre de formation. Et donc, même s'il y a toujours une rivalité sportive, c'est normal. On est là pour s'imposer, pour être les meilleurs. On a toujours su faire la part des choses entre la rivalité du terrain et l'homme qu'on avait à faire en face de l'autre. D'ailleurs, on est toujours en contact. On a passé les diplômes d'entraîneur de gardien ensemble. Voilà, c'était toujours un grand plaisir de jouer contre lui. À chaque fois, après le match, on échangeait. Et justement, pour moi, c'était un bon exemple de rivalité sportive. Ça ne veut pas forcément dire tous les coups sont permis et ennemis dans la vie. Pas du tout, au contraire. À l'entraînement, je vous dis tout de suite, on se faisait pas, zéro cadeau. Hein. Zéro cadeau, il jouait pour gagner, moi aussi. Cette rivalité de cette manière, je pense que c'est ce qui nous a permis à tous les deux de progresser. Ça ne nous a pas empêché tous les deux de réaliser une carrière. Chacun à son rythme, chacun avec ses qualités.
Et donc, il y a cette année 2004-2005 où Nancy est champion de Ligue 2, tu es meilleur gardien. Toi, personnellement, sur cette saison-là, qu'est-ce qui fait que tu es à un top niveau? Comment tu l'as revu cette année-là où tu es meilleur gardien de Ligue 2 à la fin? Je peux pas dire que ça m'est tombé dessus en fait, parce que tous les prêts, à chaque fois que je partais en prêt, que ce soit à Louan Cuiseaux ou à Angers, je pensais toujours à mon comeback. Que ce soit à Nancy ou en tout cas en Ligue 2, moi mon objectif ça a toujours été national, c'est une étape, je sais où je veux aller, je suis toujours resté ambitieux. Donc même quand j'arrive, quand je suis titulaire, je suis très ambitieux. C'est-à-dire que moi dès le début de la saison, je voulais être champion de Ligue 2, moi en tout cas c'était mon objectif. Mes coéquipiers, je sais pas, mais moi dès le début de la saison, mon objectif c'était de tout mettre en œuvre pour poursuivre ma progression. Donc, vous montez avec Nancy au printemps 2005. 2005-2006, saison en Ligue 1. Comment ça se passe, cette découverte de la Ligue 1, là, sur cette première intersaison? Je me rappelle, en plus, quand tu montes en Ligue 1, on manque tous, donc on va tous découvrir la Ligue 1 quasiment. Je me rappelle de la métaphore de Pablo qui disait on se sentait un petit peu comme l'élève qui rentre en sixième, qui est forcément un petit peu impressionné, il va se retrouver au milieu des grands, mais qui quand même, il sait qu'il a ses forces et il a envie de montrer qu'il a le niveau. Voilà, et on était dans l'état d'esprit là en fait, c'est-à-dire qu'on avait nos incertitudes, mais on avait quand même hâte de nous frotter à ce qui se faisait de mieux en France. Et donc toi, tu es C'était l'état d'esprit. titulaire en championnat dès le début? C'est la même équipe qui est montée? Voilà, à partir du moment où c'était la règle de l'alternance avec Pablo, c'est-à-dire quand moi j'étais numéro 2, je jouais les coupes, et là je suis passé numéro 1, c'est Olive qui jouait les coupes. Et dès le début, ça se passe bien en Coupe de la Ligue. L'histoire fait que pendant toute cette Coupe de la Ligue, on a reçu en fait. Ouais. On a eu la chance de recevoir à chaque fois, et un parcours sans faute qui nous a... Donc Olive a été performant, et un parcours sans faute qui nous amène cerise sur le gâteau en finale au Stade de France, quoi. Donc toi tu joues le championnat, mais cette Coupe de la Ligue, c'était Nancy avait fait un parcours en coupe, mais dans les années 70, t'as pas un peu de frustration ou... Surtout le parcours, pas trop, parce que sur tout le parcours, Olive, pour moi, il méritait de jouer parce que tous les jours à l'entraînement, il n'y avait pas numéro 1, numéro 2. Mais c'est sûr que le jour de la finale, j'aurais aimé être à sa place. Je vous avoue que j'aurais aimé être à sa place. Mais comme on a toujours su faire la part des choses, ok, je voulais être à sa place, mais je lui souhaitais à lui, comme à l'équipe, comme à tout le club, je souhaitais à 1000% qu'on gagne cette finale. Pour lui et que... Voilà, que ça se passe bien pour lui et donc pour l'équipe. Après, donc c'est le début de cette période dorée de la SNL en Ligue 1. Il y a une saison 2006-2007 un peu plus compliquée où vous jouez la Coupe d'Europe. Et il y a cette saison 2007-2008 où là, vous perdez aucun match à la maison. Si, le dernier. Le dernier. Contre Rennes. Mais cette saison-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une sorte d'euphorie collective au sein du groupe? Et du coup, ma question, c'est comment toi, gardien, tu étais là pour la gérer, la canaliser? Tout à l'heure, tu parlais d'un gardien qui devait commander sa défense. Sur cette saison 2007-2008 où vous faites une saison assez incroyable, où vous surprenez tout le monde, comment toi tu la gères? Déjà, il y a plein d'éléments à mettre dans la réflexion. Le mercato de cette saison, il avait été anticipé en janvier. Donc, il y a Marco Fortuné, Youssouf Hadji qui arrive en janvier. Et donc, on a 6 mois pour un petit peu se connaître, pour peaufiner cette équipe. Donc, on arrive fin de saison, on se connaît quasiment par cœur. Et donc, on arrive ce mercato, ce début de prépa, en fait. Et là, on est un petit peu raillé par toute la France parce qu'on n'a recruté personne en fait. Et donc tout le monde nous met dans les favoris pour la descente. Sauf que nous, à l'intérieur, on sait qu'on se connaît, on sait qu'on a de la qualité. La prépa se passe bien, on bosse beaucoup. Et arrive ce dernier match, alors je ne sais plus, contre une équipe belge. Et on perd 2-0 à la mi-temps, c'est très compliqué. Finalement, on se ressaisit en deuxième, 2-2. Et ce match, c'est un petit peu un match qui nous sert d'alerte. Et la semaine d'après, on commence le championnat à Rennes. Ouais, donc il y a très peu de temps pour réagir. Voilà, pour régler. Donc là, je me rappelle, avec les défenseurs, c'était Puig, Renier, André Louis. Je dis, les gars, il va falloir qu'on serre un petit peu les boulons. Et donc, on se parle et tout. Et là, on commence à Rennes. Et je me rappelle, en plus, en prépa avec Mickey Chrétien, on se disait, imagine, on gagne le premier match, puis le deuxième, et là, c'est parti. Tu vois, j'adorerais ça. Et en fait, c'est ce qui se passe. On commence Rennes. Allez, c'est parti. Deuxième match chez nous. Je crois que c'était Caen. Et allez, deuxième victoire. Et c'est parti. Et là, la confiance.
Donc avec un groupe qui se Qui se connaissait connaît, par cœur, qui la confiance, c'est le s'appréciait. bonus. Voilà. Et puis nous, maintenant, c'était déjà notre 3e saison en première division. Donc on avait vraiment, aussi bien au niveau de l'expérience que de la connaissance de l'effectif, les conditions elles étaient optimales. Et on sent qu'au fur et à mesure, confiance, la réussite, que les planètes s'alignent en fait. Et vu de derrière, comment tu l'as vu cette saison-là? Moi, j'évite de m'enflammer, je suis content, je sens l'euphorie autour du club, je sens que le club il passe des paliers, je le vois. Mais je sais d'où je viens en fait, personnellement, hein. Je sais d'où je viens. Je sais, et le coach aussi, Pablo là-dessus aussi, il a un rôle important. Personne de nous n'oublie les affres de la Ligue 2. Parce que Pablo Correa prend la tête de l'équipe à un moment, bien quand sûr. vous êtes mal en Ligue 2. Voilà. Donc le groupe, il est aussi composé de pas mal de joueurs qui ont connu des galères. C'est sûr que c'est un discours qu'on fait passer. Les gars, ça va vite. Mais par contre, on sent aussi qu'on a la réussite. Donc les gars, on reste humble, mais on laisse pas passer notre chance. Et cette année, ça peut être notre chance. Et cette euphorie-là, toi, est-ce que dans ta gestion des matchs, dans comment tu commandes les défenseurs, est-ce que ça change un peu? Je me laisse pas emballer. C'est ce qu'on dit toujours. Hein, j'essaie de mettre le bon dosage entre confiance mais vigilance. Voilà, et ça, c'est le message que les plus expérimentés du groupe, on transmet. Il y avait quand même un groupe expérimenté. Tu avais quand même des Biancalani, des Lecluse, des joueurs avec du tempérament et de la bouteille. Moi, je me souviens de cette époque-là, alors, en tant que supporter à l'époque, mais il y a même des moments où, par rapport à votre saison et par rapport à tes performances à toi, ça évoque un peu l'équipe de France sur ses postes de 3e, 4e meilleur gardien. Toi, comment tu... Ben, j'y pense pas. Franchement, j'y pense pas, même si c'est vrai que ma première année en première division, je suis élu dans les 4, par mes pairs, en plus dans les 4 meilleurs gardiens de Ligue 1. La première saison. Deuxième, je suis blessé, j'ai une bonne partie blessée. Et là, on est à la 3e saison. J'en entends parler, mais franchement, sans fausse modestie, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose par rapport à ce niveau-là, en fait. Et c'était quoi? Enfin, c'était... Je sais pas, franchement, je sais pas. Et puis, pour moi, évoluer déjà en équipe de France, c'était déjà évoluer dans un grand, entre guillemets, un club plus huppé. Donc, pour moi, il y avait des gardiens qui passaient avant moi dans les choix, en fait. Et donc, après cette période à la SNL, en tant que... La SNL a des résultats un peu plus compliqués. Toi, tu es en concurrence aussi. Il y a une évolution de gardien. Olivier Saurin est parti, tu te blesses. Comment, toi, tu vis ces saisons-là qui là, d'un coup, après, cette redescente? Il y a une chose l'usure du temps, tu peux rien faire contre l'usure du temps. Donc, forcément, il y a un moment donné où tu as fait le tour. Et à un moment donné où tu as besoin de te remettre en question ou de changer de contexte. Ça, c'est valable pour tous les domaines, en fait. Pour continuer à t'épanouir, et à un moment donné, il faut que tu changes. Et pour moi, c'est passé par un départ. Même si j'ai l'impression qu'avec Nancy, on avait atteint le maximum et j'avais envie de voir quelque chose de différent. Été 2011, du coup? Déjà, la saison 2010-2011, je suis blessé. Je ne la vis pas forcément positivement. Et je me dis, maintenant, pourquoi pas envisager un départ. Et donc, tu quittes l'AS Nancy-Lorraine pour rejoindre l'Olympique de Marseille en tant que... En plus, le hasard fait que je me retrouve à l'époque, j'ai envie de changer d'air, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Et là, l'Olympique de Marseille me propose le poste de doublure de Steve Mandanda. Comment ça se fait, ça? Enfin, sur l'été-là, dans les détails, c'est quoi? On t'appelle... Nico Dehan, en fait. Il y a Nico Dehan que je connaissais, il était à Troyes. C'est Nico Dehan qui s'occupait des gardiens. À l'époque, mon agent, il me rapporte un autre grand club, en fait. Le PSG? Je ne citerai pas, mais un autre grand club. Et j'avais le choix pour être doublure dans ces 2 grands clubs, en fait. Et Nico Dehan, Didier Deschamps, leur coup de téléphone, ils ont fait la différence, en fait. C'est pour être doublure de Steve Mandanda, mais comment on te le présente, du coup? Comment on te le présente? Non, la donnée était claire. Tu viens chez nous, Steve, de titulaire indiscutable, indiscuté. Tu viens chez nous en tant que doublure pour amener ton expérience au vestiaire. Et donc toi, tu te prépares à faire une saison, à être numéro 2, mais par rapport aux fois où tu étais numéro 2 à Nancy, tu as un début de carrière. Comment tu le prépares psychologiquement? C'est un été comment tu le vis? Après, moi, j'y vais quand même. J'arrive, ok, j'ai vécu ce que j'ai vécu, mais je vais quand même découvrir un nouveau club. Donc j'arrive en toute simplicité, en amenant ce que je suis, en fait, ni plus ni moins, en amenant ce que je suis, c'est-à-dire aussi bien mon expérience que ma motivation, en fait. Sur les premiers entraînements, qu'est-ce qui
t'étonne le plus? Qu'est-ce qui te marque le plus? Là, tu parlais de top Bon, club tout de tout à suite, l'heure. non, dès la signature, je me rends compte que je change de dimension au niveau médiatique. J'arrive dans un effectif avec que des internationaux. Et au fur et à mesure, je découvre un nouvel environnement, un engouement, derrière une passion, voilà, tout est au niveau supérieur Fois en 10. fait. Tout, voilà, tout au niveau supérieur. J'arrive dans un club avec, il y a 3 intendants au niveau logistique. Tout est fois Tout 10, est, fois ben, ouais, même. tout est au niveau. Donc c'est pour ça que même si j'arrive en tant que doublure, pour moi c'est encore une expérience. Et j'ai pas l'impression de reculer en fait. C'est une expérience de plus enrichissante là encore. Quand tu es du coup numéro 2 de Steve Mandanda, comment ça se passe au quotidien d'entraînement? Est-ce qu'il y a toi, C'est il est très gardé simple. internationalement là C'est comme quand j'étais avec Olive Sorin, comme j'étais avec Damien Gregorini. Tous les jours à l'entraînement, nous, il n'y a pas numéro 1, numéro 2. On fait tous les jours à l'entraînement. On est là pour se donner à fond. Habituellement, moi, j'aime bien, quand il y a des jeunes, de donner les bons messages, voilà, apporter ma pierre à l'édifice. Pour moi, la manière d'apporter la pierre à l'édifice, c'est d'être à fond. Le rôle du numéro 2, c'est de mettre le numéro 1 dans les meilleures conditions. Du lundi, je vais dire, au vendredi, il n'y a pas de hiérarchie quasiment. Et quand on arrive à partir de vendredi, voilà, on est là pour le numéro 1 et on fait tout pour qu'il soit bien. Et quand tu joues, quand tu viens à jouer sur Sur certains les matchs de matchs, coupe, notamment en coupe, comment ça se passe là? c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir, même si forcément, quand tu joues pas souvent, forcément, tu manques un peu de repères. Donc, c'est difficile d'être performant tout de suite. C'est pour ça que le numéro 2, c'est vraiment un job à part, en fait. Parce que nous, les gardiens, tout se joue en dixième de seconde. Tout se joue à l'instinct. Ce dixième de seconde, quand tu es numéro 2, il te manque, en fait. Et il y a un moment où ça se passe à un dixième de seconde. C'est par contre, là, en Ligue des Champions, où Steve Mandanda prend un carton rouge. Et là, tu es numéro 2 et tu rentres là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Après, c'était la fin du match. Donc, tu calcules rien. En fait, même si quand tu es sur le banc, tu sais que tu peux rentrer à tout moment. Bon, j'avais fait quelques matchs en coupe. Et donc là, sans calcul, on a à la fin du match. En plus, je rentre sur un penalty. C'était Pazzini à l'époque. Et donc, je rentre sur le penalty. Hop, penalty. But, fin du match, quasiment. Ce moment-là, comment avec le recul, tu l'as Franchement, savouré c'était quand même? Tu le à savoures San a Siro. posteriori? Comment? J'avais vraiment envie de sortir ce penalty, quoi. Hein. Je me rappelle vraiment, j'avais vraiment envie de sortir le penalty. Je suis là, je dis, allez, rien à perdre. Et bon, finalement, but et le match se termine. Mais par contre, pour la suite de la compétition, là, tu joues pas. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'entre la suite et donc Steve prend son match, prend son carton rouge. Et ce qu'il y a, c'est qu'entre ce match de Ligue des Champions, il y a un match de championnat, donc que Steve a joué contre Nice, et un match de Coupe de France. Et là, voilà, le coach, il me met en Coupe de France, en fait. C'était contre Quevilly. Quevilly. Et donc là, match de Coupe de France, et je passe à côté, en Un fait. ballon aérien un peu compliqué. Voilà, je me sens pas bien. Bon, alors qu'à l'échauffement, je me sens super bien. Je commence le match, plus de jambes. Plus de jambes. C'est quoi? C'est avec le recul. Franchement, j'avais revu le match une fois et à un moment donné, je fais une sortie en dehors de la surface. D'ailleurs, vous voyez sur les images, j'ai une plaie en fait. Et j'ai une plaie. Il y a un moment donné, sur un ballon en dehors de la surface, je sors en taclant et je me fais percuter. Et à ce moment-là, je perds connaissance. Mais ça dure, Ouais. allez, 3 secondes, tac, tac, et je repars tout de suite. J'en sais rien. Ça arrive. du match. Ça arrive. Voilà, ça arrive. En tout cas, le reste du match, à aucun moment je me suis senti à l'aise. Alors on pourrait dire, ouais, c'est la pression. Il y a toujours de la pression. Mais je ne peux pas dire que ce jour-là, j'avais plus de pression qu'un autre. Voilà, peut-être que j'ai joué ce match-là en pensant au Bayern de Munich. Peut-être. Et quand tu disais tout est x10 à Marseille, il y a 7 fautes de main là, c'est x10 aussi. Bien sûr. Et donc après, forcément, je suis fragilisé. Ce match me fragilise. Et donc, Didier Deschamps est très pragmatique comme toujours. Il décide de mettre le numéro 3 à l'époque. Et donc, il m'explique en plus, concrètement, on va jouer contre un adversaire, le Bayern de Munich, dont la moitié de l'équipe, je crois, qui était culminée à plus d'1m80, au-dessus d'1m90. Et donc, par rapport à ma taille, il préférait mettre le numéro 3, Andrade. c'était Elton Andrade, voilà. Et donc, même si ça me faisait pas plaisir, je pouvais que acquiescer, quoi. Je suis forcément déçu et je mets ça en perspective parce que ce jour-là, je suis hyper déçu. C'est, je pense, une des pires nouvelles que je reçois dans le foot. Et je rentre à la maison, en fait. J'ai ma fille qui vient vers moi en faisant ses premiers pas, en fait. Et donc, tout de suite, ça a remis cette déception en perspective.
par rapport à la vie, en fait. À côté, C'est que du foot. le hors-foot. Voilà, c'est que du foot. Pas oublier que donc j'étais très déçu, mais tout de suite cet événement-là, il a mis la déception en perspective. Donc fin de saison avec Didier Deschamps. Didier Deschamps part l'été 2012, il devient entraîneur de l'équipe de France. Et donc là, tu restes à l'Olympique de Marseille pour la saison-là. Donc voilà, j'ai des contacts pour partir. Mon épouse est enceinte, elle va accoucher en décembre. Je ne me vois vraiment pas repartir dans ce contexte-là. Le club cherche un numéro 2. D'ailleurs, c'est Brice Samba qui va arriver à l'hiver. En décembre, à l'hiver. Voilà. Et donc, je passe de numéro 2, je passe numéro 3. Je suis numéro 2 jusqu'au décembre. Décembre, Brice Samba arrive. Moi, je passe numéro 3. Et mon fils aussi qui naît en décembre. Je termine la saison. Donc, je joue avec la réserve en même temps, à cette période-là. T'as la trentaine, au moment-là. Donc, on est en 2013. Donc, j'ai 32, 33 ans. Voilà, je termine la saison avec la réserve. D'ailleurs, on finit deuxième du championnat. C'est d'apporter ton expérience. Là, t'es vraiment avec les jeunes. Je prends beaucoup de plaisir. Ouais, là, je prends beaucoup de plaisir. C'était la génération Lolo Abergel, Baptiste Aloé, Bilal Omrani. Une génération vraiment sympa avec laquelle je retrouve du plaisir. Et je retrouve non seulement du plaisir, mais aussi mon niveau. Et là, pareil, de nouveau sollicité pour partir. Il me reste 1 an avec Marseille. Et là, je me dis non, je ne me voyais pas partir à ce moment-là de ma carrière, c'est-à-dire, et à ce moment-là de ma vie familiale. C'est-à-dire, j'avais ma fille de 1 an, 1 an et demi, mon fils de 6 mois. Je voyais, c'était pas le moment pour moi. Et donc, je reste à Marseille. Je passe numéro 3. Et Brice Samba, quand tu le vois arriver, c'est le jeune Brice Samba. Aujourd'hui, il est en équipe de France, numéro 2, un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Comment tu le vois arriver en quelques mois? Moi, je vois un gardien très sûr de lui. Bon, déjà avec les qualités qu'il a, c'est-à-dire son super pied gauche, ses qualités de puissance, sa détente. Mais je me vois un jeune gardien, mais qui a une grande confiance en lui déjà. Et après l'Olympique de Marseille, tu pars en Inde. Pourquoi l'Inde je me retrouve, donc je termine mon contrat avec l'Olympique de Marseille. Pour rester un petit peu, je commence à avoir quelques contacts, mais qui n'aboutissent pas. Pour rester en forme, je fais le stage du NFP. Au bout de la première semaine, très rapidement, je dois signer à Platanias à l'époque. Et sauf qu'on me dit, viens quand même 2-3 jours pour qu'on voie ton état physique. Voilà. J'y vais et je dois signer en fait. Je dois signer, sauf que là-bas, au bout du 3e jour, je me blesse à l'épaule. Je me blesse, ça se fait pas. Là, le mercato, donc on est tout début du mercato, sauf que je suis blessé à l'épaule pendant 1 mois. Je vais pas m'entraîner pendant 1 mois. Je me rétablis. Et donc moi, je me retrouve sans rien. Et sauf que c'était Bruno Satin à l'époque, dès le début du stage du NFP, à l'époque j'étais avec Bernard Mendy, il nous avait parlé de cette histoire l'Inde qui cherchait des joueurs. Voilà, qui voulait développer, voulait faire un coup de buzz au niveau du pays, que c'était encore un des rares marchés dans le monde où le football n'était pas développé, avec des joueurs de renommée mondiale. Et moi au début, pourtant je connaissais l'Inde en plus, parce que j'étais déjà parti en vacances avec mon épouse au Rajasthan. Et non, pas pour le foot, non, au départ. Et finalement, j'ai rien d'autre. Et donc je me retrouve, Bernard Mendy, qui lui me dit ouais non mais ce serait bien qu'on y aille quand même, mais moi j'y vais, on y va ensemble, ok allez. Et finalement par l'intermédiaire de Bruno Satin avec d'autres joueurs de Ligue 2 dont Cédric Angebar, et on se retrouve à participer au championnat indien en fait. Et c'est quoi le foot en Inde, quand tu y vas, c'est quoi en fait? C'était pas un championnat déjà, c'était un championnat avec des playoffs, et il y a 8 équipes. Ils ont créé des clubs. Il y avait un championnat local, c'était pas ça. Là, ils ont créé des clubs, ils ont créé une ligue en fait. C'est-à-dire que les clubs, ils commençaient. Tout était à faire. Parce qu'il faut savoir qu'en Inde, entre 2 régions d'Inde, tu peux avoir autant de différences qu'entre 2 pays en Europe. Tellement que c'est grand, c'est grand, voilà. C'est pour ça on dit le continent, le sous-continent indien en fait. Donc, selon la région où tu étais, c'était des passionnés de foot ou pas. Nous, on était à Chennai. Là-bas, le Chennai, c'est le cricket. En plus, il faisait 1000 degrés, donc pour un gardien, c'est compliqué. Donc, tu t'entraînais sur du béton. Non, c'était terrain soi-disant en herbe, mais c'était terrain dur, il faisait 40 degrés. Et donc, les conditions, c'était folklorique. Mon coach était à l'époque Materazzi. Par contre, on avait vraiment un super groupe. On avait des propriétaires qui étaient extraordinaires, qui avaient vraiment envie de progresser. On avait un super groupe de Français avec Michael Sivestre, avec Bernard Mendy, avec Eric Djemba, avec
Jean-Eudes Maurice aussi. On avait vraiment une super colonie française francophone. On a fait un super championnat. On avait fini premier du championnat et on a perdu en demi-finale, en fait. Et donc ça, c'est Et ça a en été, Inde. pour moi, c'était une super expérience parce que première expérience à l'étranger. Bon, le point négatif, c'était que c'était sans la famille. Moi, la famille, c'est toujours très important. Par contre, je partais 3 mois. Là, on s'est qualifié pour les playoffs, donc c'était 4 mois. La famille était venue. Mais non, on n'était pas dans l'Inde, on était un petit peu dans des cocons, on était dans des hôtels 5 étoiles et tu jouais tous les 3 jours. Ouais. Donc c'était assez usant, mais très enrichissant. Et concernant toi, là, en tant que gardien, la vision du poste en Inde, par rapport, est-ce qu'ils ont une vision différente par rapport à la France, par rapport à l'Europe globalement? Comment tu le... Tout était à faire, aussi bien au niveau des gardiens que même. Mais par contre, Marco Materazzi, il arrive avec un entraîneur de gardien italien. Il était là pour amener aussi son expertise et son analyse. Mais après, ils étaient très statistiques en fait à l'époque. Donc très clean sheet. Très terre à terre sur comment juger une performance. Voilà, les journalistes, même les gardiens. Et comme l'idée en fait de cette ligue, c'était de créer le buzz, ils mettaient un petit peu comme en NBA, beaucoup l'accent sur les statistiques. Clean sheet, nombre de clean sheet de suite, nombre d'arrêts, ça c'était un peu... Toi, c'était c'était au-delà de la performance, comment tu le vivais justement, ce focus sur les chiffres? C'est pour ça que j'essaie de transmettre aux jeunes gardiens. On était là aussi un petit peu pour apporter notre expérience et notre expertise. Ce que j'essayais de transmettre aux jeunes gardiens qui étaient avec moi, c'était aussi de ne pas se laisser piéger par les statistiques, mais de bien toujours analyser les choses de manière pragmatique. C'est pas parce que t'as pas pris but que tout a été parfait techniquement, et inversement, c'est pas parce que tu as pris un but ou que tu as perdu que ton match il a pas été correct sur le plan technique. Aujourd'hui, tu es entraîneur des gardiens à l'AS Nancy-Lorraine. Tu transmets aussi aux gardiens. C'est pareil, c'est la même chose que tu essaies de transmettre? Il y a eu une transition en fait, parce que après Chenal, j'ai fait une deuxième saison en Inde. Et là, cette deuxième saison, j'ai été gardien dans l'effectif, mais parce qu'il y avait un nombre limité de joueurs étrangers. Donc, le club où j'étais, c'était Northeast United. Ils préféraient jouer avec un gardien indien et plus de joueurs étrangers sur le champ. Donc, moi, j'étais gardien dans le staff, mais j'étais aussi entraîneur de gardien. Donc, ça m'a permis de faire la transition avec le métier d'entraîneur de gardien. Aujourd'hui, tu es à l'AS Nancy-Lorraine. C'est pas le même AS Nancy-Lorraine que tu as connu en tant que joueur. Dans l'accompagnement des gardiens, comment tu les accompagnes sur ces périodes qui sont un peu plus compliquées? Comment tu travailles? J'essaie toujours d'être le plus franc possible avec mes gardiens. Je donne tout ce que j'ai à donner, aussi bien en termes d'expérience que d'énergie, que d'exercice technique, physique. J'essaie de leur donner le maximum. Maintenant, leur réalité, c'est la leur. Donc moi, j'essaie toujours de leur apporter mon expérience sans leur imposer quoi que ce soit. J'essaie de les convaincre sur des aspects techniques, sur des aspects tactiques, mais j'impose, j'ai beaucoup de discussions dans mon management en fait. Sur le contexte, sur comment aborder les matchs. Après, tu parlais tout à l'heure de jeunes gardiens qui ont débuté. T'imaginer des conditions parfaites, ça arrive rarement. Voilà. Là, comment, par rapport aux jeunes gardiens moi, c'est pour ça que chaque fois, j'essaie de leur transmettre ce que j'ai vécu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vivre la même chose, mais j'essaie de leur transmettre ce que j'ai vécu. Quand j'étais dans ta situation-là, j'ai fait ça, il s'est passé ça. Maintenant, peut-être tu vas faire ça, il va se passer autre chose. Mais en tout cas, sache que si tu fais ça, il y a de grandes chances qu'il se passe ça. Voilà, c'est un petit peu mon management. Transmettre mon expérience. Voilà, transmettre mon expérience. Les gardiens, moi, je les considère un petit peu comme mes enfants. Même si ça veut dire que j'essaye d'être assez intransigeant avec eux, mais je fais tout pour qu'ils progressent et pour qu'ils deviennent les plus performants possibles. Merci, Gennaro. Maintenant, on va passer sur la dernière partie de cet entretien, le face-à-face. Ah, je connais pas. Une question, une réponse rapide. Oh là. Ton plus bel arrêt? On me parle souvent de l'arrêt sur une tête de Piquion que j'ai effectué à Saint-Étienne. On avait gagné 2-0. Le match où tu t'es senti le plus fort? Ouais, je peux pas te sortir un match. En tout cas, la saison, la période 2004 à 2008, je me sentais fort. Donc début en Ligue 2, fin en Coupe d'Europe avec Nancy. Voilà. Le geste que tu préfères? Ballon aérien au deuxième poteau, à la 94e, tu vas chercher, tu t'étales dans la surface,
tu rassures tout le monde. L'exercice que tu détestes. Moi, je suis bosseur, donc non, je ne peux pas dire qu'il y a un exercice que je détestais. Aussi bien les sciences physiques que techniques, non, moi j'adore travailler. Franchement, j'adorais mon métier, donc il n'y a aucun exercice, je peux te dire, que je détestais. Ton modèle? Moi j'aimais bien les Buffon, Casillas, voilà, tout cela. Barthez, Lama, voilà, c'est cela. Doublure à Marseille ou titulaire à Nancy? Des pour et des contre des deux côtés, mais forcément, j'ai pris bien plus de plaisir en étant numéro 1 à Nancy, mais j'oublie pas la belle période marseillaise quand même. L'entraîneur que tu as eu qui comprenait le plus le poste de gardien? Chacun à sa façon, avait la sensibilité. Alors après, Elie Bob, que j'avais à Marseille, était un ancien gardien, mais Pablo, il avait sa compréhension. Non, chacun, ils avaient leur compréhension. Et toutes ces compréhensions différentes, c'était pour moi source d'enrichissement. Le jeune gardien que tu observes le plus aujourd'hui? Que j'observe le plus aujourd'hui. Il y a le jeune de Toulouse là, que je découvre et qui je vois beaucoup de qualité. Bon, sinon on parle beaucoup de chevalier. Lafont, j'aime bien. Mais aujourd'hui, Maignan, c'est plus un jeune. Non, aujourd'hui, chez les jeunes, c'est un peu chevalier qui tient la corde. Le conseil que tu donnerais au Gennaro Brasiliano né à Forbach? Aie confiance en toi, fais confiance à la vie, le bien est dans ce qui arrive, quoi qu'il arrive. Merci Gennaro. De rien. Merci d'avoir accepté d'être mon invité, merci à vous. Après d'avoir regardé longtemps à Pico. Merci d'avoir accepté. Merci à vous pour cette invitation. C'était un grand plaisir pour moi, ce moment de partage. Merci Gennaro. Merci à vous également de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler à vos coéquipiers, à vos amis autour de vous pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. Mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur toutes les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.